Premièrement, une analyse prospective en santé, c'est une analyse transversale. C'est-à-dire que ça ne s'intéresse pas qu'à la santé. Ça s'intéresse aux défis sociaux, aux défis sociétaux, à la population de demain, à ses maladies, aux comportements et aux relations au corps, au système de solidarité, aux enjeux économiques et fiscaux qui y sont associés. Ça prend en compte les dynamiques à l'œuvre au niveau des organisations, de l'évolution du nombre de médecins, du système hospitalier. Ça prend bien sûr en compte les vecteurs d'innovation, qui peuvent être des vecteurs techniques, scientifiques, des data, de l'IA, de l'épigénétique, bref, tout ce que vous avez entendu, mais avec un objectif qui est d'apprécier au regard de ces vecteurs d'innovation les contraintes qui y sont associées, leur potentiel, et donc d'avoir une information aussi raisonnée et raisonnable que possible. C'est pour ça que toutes les fiches, toutes les analyses qui sont proposées dans le cadre de ce rapport ont été vérifiées ou écrites par les plus grands spécialistes du domaine. Une analyse prospective de l'innovation en santé, ce n'est pas la proposition d'une vision pour l'avenir de la santé en France ou ailleurs à l'horizon 2030. C'est un ensemble de matériaux mis à disposition des acteurs de manière structurée et ordonnée qui leur permettent de se positionner là où ils sont face aux transformations et face aux enjeux. C'est donc exactement l'inverse d'un certain nombre de travaux de prospective en santé qui ont été publiés ces dernières années, qui annoncent par exemple que demain, l'avenir de la santé passe par le citoyen, acteur, responsable de sa santé. C'est-à-dire tous acteurs responsables de sa santé dans un schéma de santé connectée, oubi et orbi, sachant qu'évidemment, ça c'est pertinent pour 30 à 35% de la population, pas pour les populations dépendantes, pas pour les populations âgées, pas pour les jeunes, pas pour les populations en souffrance, pas pour les populations en difficulté économique. Bref, lorsqu'on regarde réellement la transposition de ce modèle aux réalités de la société française, on voit bien que ça ne marche pas. Hein, quelque chose qui est très très loin de cela. Donc on n'est pas sur ce type de travail, on est vraiment sur un certain nombre de matériaux. Et puis, la traduction aussi opérationnelle que possible de l'ensemble de ces changements sur un certain nombre de situations sociales et un certain nombre de situations en termes de pathologie. Alors, je vais vous illustrer avec un schéma par grand domaine ce que l'on peut trouver dans ce rapport. Je dois vous dire que j'ai appelé l'EM tout à l'heure et ils m'ont dit que tous ceux qui souhaiteraient avoir, alors, ça existe en ligne, hein, mais tous ceux qui souhaiteraient avoir le rapport papier qui fait à peu près 250 pages avec des beaux schémas pourront l'avoir, il suffira juste de s'organiser pour que la livraison puisse se faire. Le premier élément, c'est effectivement ce que je vous ai dit, c'est la toile de fond. C'est de quoi on part, c'est quoi la demande sociale, c'est quoi la population, c'est quoi les situations en santé. Alors, je suis très amusé parce que tu as évoqué l'évolution du vieillissement en disant, il y a une grosse boule, hein, et puis après ça va redescendre. C'est exactement cette grosse boule-là, puis après ça redescend. Voilà. Donc, on a un gros problème, on a une grosse marge dans les 10-15 prochaines années avec, en gros, une augmentation de 60% de la dépendance, et puis après ça s'améliore. Enfin, bon, entre guillemets, ça s'améliore, mais enfin, on ne verra pas nécessairement tous, mais c'est assez significatif effectivement en matière de régulation. Ça signifie tout ça avec une évolution des pathologies de la relation à l'environnement. On a des hypothèses sur l'évolution du diabète, des troubles mentaux, du cancer, etc. Je passe dessus, mais on sait la prévalence et les évolutions de prévalence qui peuvent se produire. Deuxième élément, toujours dans ce cadre-là, mais c'est quelques illustrations par rapport à un grand nombre d'autres. Vous savez qu'en France, on a un schéma qui est le schéma des affections longue durée, ce qu'on appelait le 100% sécurité sociale. Ce 100% sécurité sociale, dans les années 2000, c'était en gros 7 millions de patients et 40% des dépenses d'assurance maladie. Si les tendances se poursuivent, au rythme où on va, c'est-à-dire en gros c'est 500 à 600 000 personnes chaque année en plus dans cette situation d'ALD, hein, compte tenu du vieillissement et des pathologies, on est très rapidement à 15 millions de personnes relevant de la situation ADLD, et ça absorbe en simulation, c'est pas moi, hein, c'est les travaux de la Direction générale du Trésor, plus de 80% des remboursements de la Sécu. Vous vous rappelez peut-être, le candidat Fillon en 2017 avait dit peut-être que demain il faudra réfléchir à un autre schéma d'organisation du financement de la santé, les gros risques, les petits risques, etc. etc. Je ne dis pas qu'il avait raison, mais enfin c'est une question qui est quand même assez marquante, et c'est une question qui va interroger la manière dont on va accéder à un certain nombre de traitements ou de politiques de prévention demain. J'accélère. Dans la toile de fond, c'est quoi les Français et le rapport à leur santé? Je rappelle, les Français, c'est une des populations qui a des comportements les plus addictifs au monde. Alors, quand j'ai présenté ça à l'Académie des technologies, on m'a dit que j'étais une forme d'hygiéniste allemand des années 30. Bon, juste parce que j'ai rappelé qu'on était dans les plus hauts niveaux de consommation d'alcool, de tabac, qu'on avait un taux de suicide absolument monstrueux et que les jeunes Français étaient les plus gros consommateurs de cannabis. Ça se reflète très directement, non pas dans l'espérance de vie, mais dans une espérance de vie extrêmement réduite pour un certain nombre de populations fragiles et pour les hommes, notamment dans des situations économiques difficiles. Je passe tout ça, vous trouverez tous ces éléments dans le rapport. C'est très important de savoir de quoi l'on parle. Marc l'a dit, c'est la situation présente et les dynamiques à l'œuvre.
On peut toujours parler de traitement demain de certaines maladies rares avec des outils extrêmement innovants. C'est très intéressant et c'est très important, mais ce n'est pas ça qui va changer radicalement les problématiques de santé publique. Si on veut réduire les problématiques de santé publique en France, il faut réduire les facteurs de risque comportementaux d'exposition et faire progresser la santé des populations fragiles. Je passe. Deuxième partie. La deuxième grande partie, c'est tout ce qui se passe en matière d'innovation. D'innovation scientifique, technologique, thérapeutique, les leviers, les outils, les intégrations entre les innovations. Avec quelque chose qui est très important, dans les années 2010, on était en panne en matière d'innovation et de recherche, je vous le dis de manière un peu simple. Aujourd'hui, on a plutôt une très forte accélération sur la recherche fondamentale et un certain nombre d'outils et techniques, même si tous n'apportent pas je dirais, les éléments et les espoirs qui y sont associés. Il y a quand même 8 leviers sur 14 qui ont émergé très très rapidement dans le cadre de ces travaux. Les leviers pris isolément, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est le couplage entre les leviers. C'est le couplage, alors pour ceux qui sont intéressés, vous regarderez, entre la microfluidique, l'IA, la gestion des données, qui permettra très vraisemblablement demain, plus des progrès en matière d'épidémiologie, de diagnostiquer de manière extrêmement rapide, à la fois si vous êtes protégé contre tel ou tel virus avec simplement une goutte de sang chez votre pharmacien, mais aussi de repérer les maladies rares. Ça, ce sont des choses qui existent, qui sont en préparation. D'ailleurs, ça a été présenté à l'Académie des technologies. Il y a des acteurs comme Dassault Systèmes qui travaillent aujourd'hui de manière très, très avancée sur ces outils et ces éléments. Donc, ce n'est pas simplement les innovations et les vecteurs d'innovation en tant que tels qui comptent, c'est aussi le couplage entre ces vecteurs d'innovation et c'est ça qui produit les transformations les plus importantes. Troisième élément, par rapport au progrès thérapeutique. On parle trop souvent, et là c'est quelque chose qui appartient bien sûr à ce qu'on pourrait appeler une sorte de cercle de l'innovation et du progrès, on parle trop souvent d'innovation en matière de traitement. Nous avons une approche intégrée, à savoir l'innovation, elle résulte de la qualité des interactions entre la compréhension des pathologies, l'épidémiologie, on sait qu'en France on est en retard sur l'épidémiologie, les outils de prévention, de dépistage, de diagnostic, les outils de traitement et l'accompagnement. Ce qui veut dire que lorsqu'on va traiter, dans le cadre de Innovation Santé 2030, l'impact des transformations sur un certain nombre de pathologies, on va les regarder en prenant en compte l'ensemble de ces éléments. Alors ça va donner des schémas de ce type-là que je ne vais pas vous présenter, mais vous voyez qu'il y a une idée de ronde entre sur les maladies rares, comment va s'opérer demain le diagnostic, le traitement, etc. Et il faut que ça marche, parce qu'on voit bien que sur certaines pathologies, par exemple la maladie de Parkinson, vous n'avez pas aujourd'hui d'outils de diagnostic de manière anticipée. Donc ce sont des outils et des analyses particulièrement importantes. Je termine en 2 minutes. Voilà, j'annonce 5 points qui sont, je dirais, au-delà de l'ensemble des matériaux qui existent dans ce document, les grandes transformations auxquelles il va falloir se préparer et qui vont modifier assez largement à la fois les métiers, les modalités d'accès et les modalités de financement. Bon, la première modification, c'est la révolution du diagnostic et de l'épidémiologie, j'en ai dit un mot. C'est la détection rapide, peu coûteuse et précoce des cancers, des maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer, des maladies rares, etc., avec une généralisation possible du dépistage. Ce qui va nous poser énormément de questions éthiques, et je pense qu'on pourra les aborder ensuite avec l'intervenant qui suit, parce que je sais que c'est un de ces domaines. Le deuxième changement qui est le plus problématique selon moi, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la médecine de précision. C'est-à-dire le fait que là, vous aviez des traitements relativement homogènes pour un cancer du poumon, vous aurez demain une caractérisation plutôt d'une trentaine de cancers différents en fonction des caractéristiques de la tumeur, des caractéristiques génétiques de cette tumeur et du patient, et donc des traitements qui vont être de plus en plus précis, couplant des traitements classiques avec des radiothérapies précises et le cas échéant de l'immunothérapie, avec donc des dispositions sur les essais cliniques, l'évaluation, qui vont devoir être radicalement changées. Il n'est plus question de tester ces traitements auprès de 2000 patients. C'est plus possible. Je rappelle qu'en 2018, il y a aux États-Unis 15% des nouveaux médicaments qui ont été approuvés sur la base d'un seul essai de phase 1 et 53% des traitements qui ont été autorisés sans base de comparaison avec d'autres traitements de référence. C'est-à-dire tous les schémas qu'on a habituellement d'études, de mise en marché et d'évaluation des médicaments sont radicalement transformés par ces approches. Et on a aussi un problème de coût et un problème d'acceptation,
parce que ces traitements ne marchent pas tout le temps. Ils donnent de bons résultats, dans 30 à 40%. Pourquoi est-ce qu'ils marchent dans certains cas et pas dans d'autres? C'est une problématique très difficile du patient dans sa relation au médecin. Troisième élément, pour tout ce qui est pathologie chronique, et c'est l'essentiel des pathologies, parce que vous avez des pathologies chroniques et puis de la chronicisation de pathologies anciennes, on va vers ce qu'on appelle alors, le médicament-service ou la santé connectée, bref, un couplage médicament, outil de suivi et parcours. Alors ça change complètement les profils des intervenants, ça remet sur la selle de manière très significative le métier de pharmacien, ça remet sur selle également le rôle d'infirmier, ça change le rôle du médecin généraliste qui est un petit peu transformé, on va vers des logiques de forfait. Logique de forfait sur les insuffisants rénaux, l'hypertension artérielle, etc., etc. Quatrième point, et il m'en reste plus qu'un après, quatrième point qui a longtemps défrayé la chronique et qui le défrayera encore, c'est ce qu'on appelle les traitements qui guérissent. Alors les traitements qui guérissent, je prends l'exemple du sofosbuvir, donc qui permet d'éliminer à peu près 90%, 96% des risques d'hépatite C pour les personnes qui sont infectées. Vous savez qu'il y a eu un très gros débat sur le coût de ce médicament. Et l'entreprise qui a racheté effectivement la start-up qu'il avait développée. Il n'y a pas aujourd'hui, en matière d'économie de la santé, de manière adaptée de calculer la valeur de ce médicament. Soit on le calcule par rapport au prix de production, plus un peu de R&D, et puis on voit qu'on n'est pas comme les trithérapies ou un certain nombre d'autres médicaments, parce qu'une fois que tous les patients seront traités, globalement le modèle va tomber. On pourrait le prendre en compte par rapport au prix qui a été payé par l'entreprise pharmaceutique pour acheter effectivement la start-up, une manière d'équilibrer ses comptes, mais ça ne rentre pas dans tous les modèles. Et puis on pourrait aussi prendre en compte l'estimation du gain économique lié à l'absence de traitement si ce produit n'avait pas émergé. Alors là, le problème, c'est qu'on arrive à des coûts qui sont de l'ordre de 300 à 500 000 euros pour ce traitement qui éradique la maladie. Donc ils ne sont pas acceptables. Et donc on voit bien qu'entre 1 000, 2 000 euros et 300 000 euros, on a un espace absolument considérable. Et les questions de positionnement et les stratégies des États vont être très différentes. L'Espagne n'a pas choisi du tout la même stratégie que la France par rapport à ça. La France était plutôt dans une logique de quota. L'Espagne a tout ouvert au moment où le traitement est apparu. Ça leur a coûté 2 milliards d'euros la première année. Donc est-ce que c'est un bon schéma? C'est une réflexion qui est extrêmement importante par rapport au schéma. Dernier élément, c'est que l'enjeu principal par rapport à ce qu'on a vu sur le diagnostic, par rapport aux évolutions des pathologies qui sont de plus en plus des pathologies de civilisation, c'est l'enjeu de la prévention. Donc c'est un enjeu qui va évoluer vers une responsabilité beaucoup plus collective dans lequel les collectivités locales, les entreprises et pas simplement l'État et les structures publiques vont avoir un rôle demain de plus en plus essentiel. Et ça posera aussi des questions de responsabilisation et des questions éthiques assez significatives. Vous trouverez donc dans ce rapport l'ensemble de ces matériaux, ces éléments de vision, 12 fiches sur l'évolution des pathologies et de leur traitement possible, 14 fiches sur les vecteurs d'innovation, et puis c'est un travail qui va se continuer dans les prochains mois et les prochaines années.